crois qu'il a des jambes, le loup, finalement. Bah oui, ça y est, hein, on reprend les bonnes habitudes. Bon, allez, c'est parti pour le débrief hebdo. Semaine la plus chaude de l'été sur les marchés, avec d'un côté les banques centrales, le PIB américain, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, mais aussi les publications des mastodontes aux États-Unis, les fameux GAFAM. Alors, qu'a-t-on appris? Où en est-on sur le marché? Que fait-on? Où en sommes-nous partout dans le monde? Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Comment on le fait? Et à la fin de la vidéo, un rendez-vous à ne pas manquer. Alors que tu sois à la plage, au boulot, chez toi, installé confortablement sur le canapé, c'est parti comme tous les dimanches à 10 h pour le débrief hebdo. Alors tout a commencé avec une mise en bouche en début de semaine avec les PMI, ces fameux sondages réalisés auprès des directeurs d'achat. Absolument tous, sauf un, ont été inférieurs à ce qu'on attendait. Ce qui montre du coup un certain pessimisme de la part des acteurs économiques qui sont sur le terrain. Le ralentissement de la zone euro s'est aggravé au troisième trimestre, oui puisque ça a déjà commencé, avec donc un PMI sur le secteur manufacturier qui est tombé à son plus bas niveau depuis 38 mois. La baisse de la demande entraîne une baisse des commandes, logique, et ce depuis 2009. Et concernant le secteur des services, première baisse des commandes depuis 7 mois. Ça sent le sapin. Les banques centrales se sont exprimées cette semaine en commençant par la Fed, Réserve fédérale américaine, qui a fait sa hausse de taux comme prévu. On est désormais à 5,5%. Et puis le discours de Jérôme Powell s'en est suivi et il a été, comment dire, non mais je propose qu'on le mette en intégralité. D'ailleurs, on était en live sur Twitch au même moment pour vivre ça ensemble. N'hésite pas à nous rejoindre. On est déjà quasiment 10 000. Je mets le lien en dessous dans la vidéo en dessous là en description. Jérôme Powell, il est content d'être ici. Casse les burnes de ces réunions tous les mois là. Allez. Et quelle heure? 14 h 30. Allez, c'est parti. Ladies and gentlemen, data dependent meeting by meeting. Voilà. Il y a des questions, on s'en tape. C'est terminé. The beach, c'est par où? Allez, salut. 6 minutes, montre en main. Il en sait pas plus que nous. C'est surtout la 11e hausse de taux successive de la Fed depuis mars 2022. Non, c'est pas successive, mais c'est la 11e hausse de taux depuis... voilà. D'ailleurs, Jérôme Powell ne pense pas baisser les taux avant 2024. Le marché d'ailleurs estime que ce sera plutôt au mois de mai. Il note par ailleurs une sorte de refroidissement de l'économie plutôt sain, sans pas du tout parler d'optimisme. Son scénario principal n'est pas une récession aux États-Unis, mais pour autant, il ne l'exclut pas. Du coup, Goldman Sachs réduit ce risque de récession non plus à 30%, mais à 20%. Et effectivement, s'en est suivi le lendemain la publication du PIB aux États-Unis. Première estimation sur les 3 qu'il y a pour le second trimestre. 2,4%, bonne surprise, contre 1,8% attendu par le marché. Et la Banque Centrale Européenne, quant à elle, au travers de Christine Lagarde, relève ses taux directeurs, elle aussi, pas elle aussi parce que voilà. 9e fois d'affilée, on est aujourd'hui à 4,25%. Le taux de dépôt, quant à lui, 3,75%. C'est la rémunération qu'obtiennent les banques si elles déposent l'argent un peu en surplus auprès de la Banque Centrale Européenne. Et c'est à son plus haut niveau depuis 2000. Eh ouais, l'an 2000. D'ailleurs, Christine est plutôt inquiète du fait que l'inflation risque de continuer à augmenter, du fait d'une météo défavorable, ce qui devrait accessoirement relever les prix notamment des céréales, et elle est aussi inquiète des perspectives économiques à court terme. Et sinon pour la suite, copier-coller de la Fed, data dépendante. Voilà, comme ça au moins, hein, on s'emmerde pas avec les détails, hop, ça dégage. Et il y a eu, oui, une 3e banque centrale, la Banque centrale du Japon, qui, elle, n'a pas monté ses taux directeurs malgré le fait que l'inflation, et on l'a vu dimanche dernier dans le débrief hebdo, l'inflation dépasse pour la première fois depuis 8 ans celle des États-Unis. On est à 3,3%, mais elle assouplit les contrôles sur le marché des obligations en proposant de racheter des obligations d'État à 10 ans si les taux dépassent 1% et non plus 0,5% comme actuellement. Elle élargit donc sa fourchette de négociation de rendement en disant que 1% c'est une référence plutôt qu'une limite rigide. Faut comprendre les mots parce que c'est super important. En gros, ça peut passer au-dessus de 1% et à ce moment-là, elle réfléchira pour acheter des obliques pour éviter que ça s'envole. En gros, elle va le faire un peu au pifomètre. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas augmenté ses taux? Et pourquoi est-ce que le Japon reste la seule banque centrale du monde à avoir des taux d'intérêt négatifs? Eh ouais, on est à moins 0,1%. Alors que l'inflation augmente. Bah parce qu'elle se laisse le temps d'être sûre que cette inflation dure. Alors attention quand même à ce qu'elle ne change pas d'avis au cours de ces prochaines semaines parce que ça pourra avoir un impact
très important sur le yen, et également sur le Nikkei et par effet de répercussion sur les indices au sens large. Donc jusque-là, les marchés oscillaient toute la semaine entre mauvaises nouvelles macro, surtout en zone euro d'ailleurs, mauvaise publication de LVMH, enfin plutôt mauvaise interprétation du marché de la publication de LVMH qui pourtant a été truc de ouf. LVMH, très grosse pondération de l'indice CAC 40 qui a perdu quand même en cours de semaine plus de 2% en une seule journée. On a eu aussi un PIB le lendemain excellent des États-Unis, ce qui a fait remonter l'ensemble des indices. Bref, d'un va-et-vient impressionnant qui nous a incité à garder, elles sont là, qui nous a incité à garder une casquette bleue sur les indices américains et une casquette rouge light en Europe. Et puis vendredi, le PCE, ce qui veut dire Personal Consumption Expenditure, c'est l'inflation mieux pondérée qui a été publiée une dizaine de jours plus tôt. L'indice d'inflation aux États-Unis est arrivé vendredi. 14h30, 00. Le chiffre qui va tout changer. Le chiffre qui va nous donner de la visibilité. Le chiffre qui... Mais non, il est ressorti comme attendu. Bon bah plus 0,2%, le chiffre de l'inflation comme c'était attendu par le marché. Bon bah rendez-vous semaine prochaine avec... on a le NFP. On a quoi? L'inflation en zone euro aussi. Et là, c'est sûr. Mais c'est sûr. C'est sûr qu'on en saura plus. Hein, c'est sûr. Jérôme, attends Jérôme, j'arrive. Et concernant la microéconomie, oui, nous avons eu quelques publications cette semaine. Google, du nom de sa maison mère Alphabet, a publié. C'était un deuxième trimestre meilleur que ce qu'on attendait, avec un bénéfice net par action 1,44 $, là où le marché attendait 1,34 $ seulement. Quasiment 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le trimestre, un truc de ouf. 2 milliards de plus que ce qu'on attendait. Le marché a kiffé. On a eu aussi des publications meilleures que prévues pour Intel et Meta qui toutes deux en ont profité. Et la publication de LVMH me fait penser un peu à la publication qu'on a eue sur Tesla et sur Netflix la semaine dernière. Vous vous en souvenez, on avait parlé dans le débrief hebdo. Eh ben, elles étaient bonnes, mais le marché en a décidé autrement. Disons que les publications n'ont pas été positivement surprenantes. Et donc, elles se sont mangées un gros gadin. Exactement comme je le disais avec LVMH. Super résultat. Mais le marché a retenu seulement que la direction n'avait pas donné de ce qu'on appelle dans le jargon de guidance, de perspective pour la suite. Et quand le marché n'a rien à manger et qu'il a le ventre vide, eh ben, il est comme moi. Il est vénère de ouf. Du coup, le CAC a perdu 2% le lendemain. Gadin aussi sur Téléperformance, qui a averti sur ses ventes. Objectif de croissance qui est non plus entre 8 et 10%, mais plutôt entre 6 et 8%. Et elle confirme pour autant ses objectifs d'EBITDA. Et enfin, Stellantis, dont Virginie vous en avez parlé, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Elle s'est envolée à l'aide de bons résultats. Alors oui, c'est l'été, il fait chaud, il fait soif et c'est important de s'hydrater avec Cointreau, avec modération. Jérôme, on a dit quoi? C'est Rémi Cointreau avec Virginie qui a publié et c'était pas plus haut que le verre, Jérôme. Xavier, je crois que tu n'as pas très bien compris la consigne, c'est de l'eau qu'il faut boire. Je vais quand même vous parler de Rémi Cointreau. C'est l'un des plus gros producteurs et distributeurs mondiaux de cognac, spiritueux, liqueurs. Contre toute attente, leur plus grosse part de CA, ils le font en Amérique. Un titre liquide avec un échange en moyenne de 50 millions d'euros par semaine. Qu'est-ce qui a attiré mon regard sur Cointreau? Tout simplement, vendredi, j'ai vu passer une publication sur un versement de dividendes exceptionnel. En plus des 2 euros, ils ajoutaient 1 euro. Ça faisait donc 3 euros. Je suis allée regarder le graphique. Et là, j'ai vu Cointreau sur un support. À ce moment-là, on était aux alentours de 144. Je me suis dit, si je peux l'avoir sous 140, avec une invalidation sous 136, on est pas mal. Parce qu'après une longue baisse, on est peut-être enfin sur un point de retournement avec donc une invalidation très proche et une M7 qui se redresse. Lundi matin, j'en parlais justement dans le live action sur IBT. Je ne l'ai pas prise à ce moment-là parce que je pensais vraiment qu'on pouvait l'avoir un tout petit peu plus bas. C'était contre toute attente avec publication des résultats le lundi soir. En ce moment, régulièrement, le lendemain, on peut avoir affaire à une chute. Et bien là, ça n'a pas été le cas. Elle est partie en flèche. Elle nous fait donc une bougie de dingue en hebdomadaire, mais elle a quand même ouvert en gap haussier mardi matin, donc je l'attends dorénavant sur les 144, ou alors pourquoi pas sur un pullback une fois qu'elle aura validé sa configuration et sa magnifique bougie hebdomadaire. Voilà pour cette semaine. 13 jours de hausse sur l'indice Dow Jones, c'est un record depuis 1987. Alors je vous le disais dimanche dernier, l'avidité est à son maximum sur les marchés, alors que les conditions économiques ne sont franchement pas réjouissantes. Mais oui,
le marché a toujours raison. Alors, cette casquette bleue qu'on a mis aux États-Unis, on a bien fait. Ça nous a évité notamment d'acheter avant cette grosse bougie rouge qu'on a eu jeudi, qui s'apparente à une englobante baissière. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Quand les cours ouvrent à la hausse par rapport à la veille, c'est ce qu'on appelle un gap haussier. Si cette ouverture des marchés a lieu au-dessus des plus hauts de la veille. Et si on termine la journée en dessous des plus bas de la veille, ça forme une englobante baissière. Bien évidemment, la figure inverse est possible, ce qu'on appelle une englobante haussière. Alors, au-delà de présager d'un retournement de tendance, c'est surtout un changement de psychologie brutale qui donne lieu à un premier signal d'alerte. Mais ce signal d'alerte doit être confirmé le lendemain par une nouvelle rupture des plus bas de la veille. Et vendredi, ça n'a pas été le cas. Mais ça nous a montré surtout que le marché peut changer de psychologie brutalement sur les niveaux actuels. Alors, méfiance. Ça nous permet aussi du coup d'avoir des points de repère, 4250 points sur le SP500, 15 400 sur le Nasdaq, 35 200 sur le Dow Jones. Si on passe en dessous de ces niveaux sur les indices américains, alors ce sera un premier signe de dégradation qui nous permettrait donc de passer de casquette bleue sur les marchés américains à casquette rouge. Alors déjà parce qu'il n'y a pas de signe d'amélioration d'un point de vue économique, parce que les banques centrales ont botté en touche, finalement on n'en sait pas plus, vis-à-vis de l'inflation et des perspectives économiques à court terme, et parce que même si le marché ne baisse pas, il a beaucoup de mal à monter, c'est de plus en plus difficile, mais aussi parce que on est en haut des ranges dans lesquels on est depuis des mois, notamment en Europe. Donc on achète, on a acheté, on a racheté les positions en bas, aujourd'hui on est en haut, alors on vend. Alors, la volatilité cette semaine a été particulièrement violente dans les deux sens d'ailleurs, ce qui ne nous permet pas aujourd'hui de nous exposer plus que c'est le cas aujourd'hui. Le CAC 40 sur lequel je suis encore en position à la vente a perdu dans la semaine 200 points dans la journée et les a repris 200 points le lendemain. On est au même niveau que la semaine dernière. Peut-être un petit peu plus haut, peut-être un petit peu plus bas. Au moment où je tourne la vidéo, en tout cas, on est au même niveau. Alors, dois-je invalider mon plan pour passer acheteur parce que j'ai des éléments supplémentaires qui me permettent de le faire et qui m'incitent à le faire? Non. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que je devrais passer acheteur maintenant. Mais voilà, je vous dis, moi, ce que je fais à l'instant T, pourquoi, comment et pas après. Et bien entendu, et ça je vous le répète encore une fois, faites votre propre avis, prenez vos propres décisions parce que de toute façon, on est chacun responsable de ce qu'on fait sur le marché. Le DAX, lui, a été un peu plus fort cette semaine, toujours dans cette énorme zone de résistance et dans ce porte-voix. Alors les indices américains, finalement, n'ont pas trop bougé par rapport à la semaine passée, même s'il y a eu beaucoup de volatilité au cours de la semaine. Et donc, à tort ou à raison, on verra comment la semaine prochaine digère les discours finalement très plats des banquiers centraux. La Banque centrale du Japon qui commence à changer de politique monétaire, que le marché d'ailleurs est en train de tester puisque le taux à 10 ans du Japon dépasse les plus hauts depuis 9 ans, on est au-delà des 0,57%. On appuiera plus fort si on a des breakouts baissiers daily en Europe, pour le moment c'est pas le cas. Si on passe sous les plus bas de cette semaine aux États-Unis, donc je rappelle les niveaux clés, 15 004 sur le Nasdaq, 35 002 sur le Dow Jones, 4 520 sur le SP500. Pas d'achat sur les niveaux actuels, même si effectivement aujourd'hui le marché ne nous donne pas raison. Pour ça, il faut toujours travailler avec des tailles de position qui nous permettent d'absorber ces périodes de forte volatilité qui ne changent pas finalement la dynamique globale. C'est exactement la même qu'on connaît depuis des semaines. Et garder des cartouches pour la suite. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Alors parfois, il n'y a pas d'opportunité. Parfois, il faut laisser la volatilité faire. D'ailleurs, il faut toujours faire ça lorsqu'il y a des banques centrales qui s'expriment parce qu'il y a toujours un temps de digestion. Et c'est pour ça que malgré finalement la baisse qu'on a eue sur le CAC 40 de 200 points, j'aurais pu me dire « Ah ça y est, c'est parti, c'est bon, ça l'a fait du slip, hop, je charge la mule ». Non, je n'ai absolument pas renforcé le jour même en attendant la réaction du marché le lendemain. Et bien m'en a pris puisque derrière ça a tout retracé. Donc toujours rester le plus stoïque possible face aux pertes mais aussi face aux gains en restant le plus objectif possible et ne pas céder à ses émotions positives comme négatives.
Toujours en phase de latérisation sur le marché des cryptos, très peu de dynamisme et de volatilité, bien moins d'ailleurs que sur les marchés traditionnels. Alors il n'y a pas de décalage pour le moment qui nous permette de renforcer, que ce soit d'ailleurs de gros décalages baissiers en disant tiens on paye les spikes, ou au contraire d'accélération haussière. Donc je garde casquette bleue de manière générale, donc on garde le cash pour le moment et on attend la prochaine vague. Ça reste en tendance haussière sur le Bitcoin, même chose sur l'Ethereum et on est coincé sur la capitalisation totale là sous cette grosse zone de résistance 2023. Et voici donc une nouvelle rubrique pour vous partager un petit peu de ce que fait l'ensemble de l'équipe IVT au sein d'IVT. Et là, ça concerne Charles sur le marché action et Silicon Motion Technology. Pourquoi cette société? Faible valorisation par rapport au secteur des semi-conducteurs. Elle a des marges importantes, plus de 20%, une trésorerie nette qui est en croissance, une rentabilité de ses capitaux propres de plus de 20% et le groupe est dans ce secteur qui est actuellement méga porteur et dans une bonne dynamique, donc les semi-conducteurs. Alors comment rentrer dans ce type de configuration? On regarde l'analyse technique autour des 55-50 $, c'est une zone. Et il propose donc d'entrer en deux fois, 50% sur les 55 $, 50% sur les 50 $. Le premier achat se déclenche et donne finalement deux objectifs. Et tout a été sorti au deuxième objectif, ce qu'on appelle un TP2. L'action retombe, il re-rentre selon le même plan et cette fois, il sort tout en haut, plus 70% au-delà des 93 $. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'il n'y a pas besoin de partir dans tous les sens, à faire plein de figures partout, tracer plein de rosaces. Sélection de dossiers fondamentaux de qualité, identification de zones clés à long terme, support tout simplement, donc en données hebdomadaires et mensuelles. On place ce qu'on appelle des OC, des ordres conditionnels, des ordres d'achat limite. Ça passe ou ça passe pas, des fois ça passe pas tout le temps. Le plan s'exécute et on répète le plan, même si on a fait les objectifs, on répète le plan autant de fois que c'est possible. Et ce, tant que ça fonctionne, ce qu'on appelle charbonner, tout simplement. Voilà pour cette petite minute VIP pour vous faire découvrir progressivement notamment ce que font les coachs. La semaine prochaine, nous aurons rendez-vous avec la publication en zone euro. Il y aura également l'emploi mensuel aux États-Unis, donc le NFP. Ici, toutes les publications d'entreprises qu'on a la semaine prochaine. Voilà donc un programme encore chargé et déjà chargé dès le début du mois d'août. Casquette conservée sur les différents marchés. Et avec Rodolphe, on vous attend le 3 août, c'est jeudi prochain, en fin de journée pour discuter des marchés, de l'investissement au sens large, en mode détente. Bonjour à toutes et à tous, salut Xav, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Semaine, on va pas se le cacher, pas forcément simple pour moi. Donc toujours sur la partie très haute, 16 500 que j'attendais au maximum pour vendre mon DAX. Donc je suis toujours plutôt short DAX et donc en moins-value latente. Bon, pour ma part, comme je peux trader avec pas mal de futurs, moins-value latente, on s'en fiche un peu, mais bon, assez important. Donc, semaine difficile pour moi, toujours à fond sur le gold. Et puis, les US qui nous ont gratifié d'une très, très belle englobante baissière. C'était jeudi qui m'a fait rentrer à la vente également sur les SP500, qui a pour l'instant pas du tout été confirmé hier. Donc voilà, semaine perdante, compliquée pour ma part en trading, même si voilà, quand je sais que quand je déclenche ou je lance des plans swing, parfois je souffre. Et la gestion de capital, le money management et la taille de position sont les éléments les clés importants pour moi qui me permettent d'être patient, persévérant, discipliné. Mais voilà, semaine pas belle pour ma part en mode trading. En mode investissement, on a un grand rendez-vous jeudi prochain, 18h. On fait un apéro IVT avec Xav. Tout le monde est convié. Alors, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est un apéro virtuel, d'accord. Pour ma part, comme vous me voyez très très rarement en visio, je serai a priori en visio, bronzé, maillot de bain ou nu, j'en sais rien, je verrai pour l'instant. Vraiment important, on parlera des éléments clés, comment moi, personnellement, j'investis mon cash pour mes enfants ou pour mes proches. Vous verrez que c'est simple, mais assez particulier. Le mode timing est pour moi le plus important parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a environ 2 à 3% des Français uniquement qui investissent du cash sur les marchés financiers tous les ans. Et comme par hasard, depuis 6 mois, ce pourcentage a tendance à exploser, ce qui me fait peur, et je vous le dirai, je vous en parlerai librement. On sort d'un cycle haussier long terme de 200 ans. D'accord? Alors bien évidemment, dans ces 200 ans de hausse, vous avez tous les 10 ans, ou parfois tous les 2-3 ans, un gros trou d'air de 20-30% des marchés. Tout ça pour vous dire que pour moi, le timing est important, qu'il faut mieux investir sur les marchés, notamment pour ses proches, de temps en temps,
sur des moments clés avec le cash qu'on a pu mettre au fur et à mesure de côté, mais surtout faire quand même attention. C'est pas parce que vous avez un cycle haussier de long terme de 200 ans, vous savez que les performances passées ne préjugent pas des futures. Et là, en fait, tout le monde est en train, les gestionnaires, les machins, la preuve, ils vont peut-être être en difficulté. Ils partent du principe qu'en fait, que ça soit les indices ou les actions ou d'autres choses, les ETF ou n'importe quoi, ils ne peuvent que monter. Attention, mesdames, messieurs, les enfants, les animaux, après un cycle long terme de 200 ans, bien évidemment, on a envie de durer qui dure 300 ans, mais je pense que même si on peut partir du principe que les indices sont faits pour monter, et c'est vrai, peut-être qu'il faut améliorer et travailler le mieux autour de son timing. Donc c'est ces quelques éléments-là qu'on abordera ensemble. Et ensuite, une fois qu'on a pu définir son timing clé, ça prend pas beaucoup. Franchement, ça vous prend quoi? Allez, ça va vous prendre peut-être une demi-heure tous les week-ends ou même une demi-heure, 1 heure par mois. Et après, on attend. Bref, je vous ferai ça plus en détail en mode timing, analyse, secteur clé, société clé, indice clé. Et vous verrez qu'il est possible de mettre en place un plan, même si on n'a pas vraiment de temps à y accorder, relativement intéressant pour ces enfants. Surtout que n'oubliez pas que vos enfants, qu'ils aient 2, 5 ans ou 10 ans, si vous commencez à investir pour eux, vous commencez pour eux alors que 99,9% des parents n'ont pas commencé pour les enfants. Donc ils sont très jeunes. Donc même si c'est important d'investir pour que d'ici quelques années, ils en aient le retour sur investissement, il faut, comme ils sont jeunes, à mon avis, le plus important, c'est la variable temps. La variable temps, parce que cette variable temps, vous n'êtes pas pressé. Le but, c'est pas pour ma part, c'est pas de constituer leur retraite. Au contraire, je déteste ça, mais c'est de constituer qu'ils soient bien vers 25, 30 ans. Et donc, même s'ils ont 5 ans, ça veut dire qu'il vous reste 20 ans. Donc, ne vous précipitez pas et ne faites pas n'importe quoi après un cycle haussier long terme de 200 ans en considérant uniquement que ce cycle est interminable et qui terminera jamais, d'accord? Parce que vous risquez d'avoir des surprises, un peu comme l'immobilier, on en reparlera tous ensemble. Donc je vous convie avec plaisir, avec Zav, dans la bonne humeur, autour d'un bon verre, on discutera de tout ça, avec plaisir, on répondra à vos, mais à mes questions également, j'en ai aussi. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Walou, et je vous souhaite un excellent dimanche à toutes et à tous. Merci beaucoup. Les inscriptions sont limitées, donc ne vous inscrivez pas si ça vous intéresse pas. Bon, ça semble logique, mais voilà, le faites pas juste pour le fun. Inscrivez-vous si vous êtes sûr de venir, comme ça évite de bloquer des places pour rien. Et il y aura une surprise à la fin. Donc le lien est dans la description de la vidéo, là en dessous. Sinon, vous le retrouverez sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Telegram, Spotify. Merci de la force que vous donnez à chaque fois systématiquement avec vos pouces, sans relâche. Et on est encore là tous les dimanches à 10h. Ciao.